À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Affaire 18 kg de cocaïne, vieille d'octobre 2016, soit quelques mois seulement après la présidentielle et quelques mois après l'investiture du nouveau locataire de la Marina. Elle refait continuellement surface presque chaque année, tel un serpent de mer. Condamné par contumace à 20 ans de prison pour trafic de cocaïne après la découverte de 10 produits dans l'un des conteneurs destinés à l'une de ces entreprises. L'homme d'affaires faisait de roi de la présidentielle de 2016 et finalement opposant au régime en place, Sébastien Adjavon fera appel de la décision de la CRIET, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. CADHP lui donnera plus tard raison, demandant à l'État béninois de prendre toutes les mesures nécessaires pour annuler l'arrêt de la juridiction d'exception de manière à en effacer les effets et d'en faire rapport à la Cour dans un délai de 6 mois. À moins de 2 semaines de l'expiration de l'échéance, soit le 29 septembre prochain, silence plat du côté de l'exécutif. Le gouvernement passe carrément son chemin. Affaire 18 kg de cocaïne, une affaire hautement politique. Et quelle suite face au mutisme de l'exécutif? Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Maître Paul Kato Atita. Il n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Il est avocat au barreau du Bénin. Maître Paul Kato Atita, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Bonjour de m'avoir ici invité. En face de lui, un confrère, Gabin Goubi, journaliste, il est analyste politique. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux téléspectateurs. Merci de répondre à cette invitation. C'est un plaisir. Le plaisir, sachez-le, est partagé. Annuler, dit-on, la décision de condamnation rendue par la CRIET contre Sébastien Adjavon. Nous sommes là dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Oui, annuler la dite décision au point d'en effacer tous les effets et en faire rapport à la Cour dans un délai de 6 mois. C'est en substance, mesdames, messieurs, le contenu de la mesure provisoire prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 29 mars dernier, ordonnant à l'État béninois de suspendre jusqu'à la décision définitive de la Cour de Sion l'exécution de jugement numéro 007-3C COR du 18 octobre 2016. Quelques jours encore et c'en sera fini pour la date butoir donnée par la dite Cour. Mais jusque-là, Gabin Goubi, rien. Oui, c'est malheureux qu'on continue de parler de ce dossier-là. On aurait dû régler cette affaire autrement, c'est-à-dire on aurait déféré simplement à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'on ne serait pas aujourd'hui en train d'évoquer ce dossier, parce qu'il s'agit d'un compatriote. Si on remonte un peu à l'origine de ce dossier, vous savez, l'affaire de cocaïne dont il est question a éclaté vers la fin du mois d'octobre 2016. Il y a eu d'abord une saisine du tribunal de première instance, de première classe de Cotonou, où la chambre des flagrants délits a acquitté et a relâché purement et simplement le prévenu Sébastien Adjavon au bénéfice du doute. Donc, à la création de la CRIET, fort curieusement, l'affaire est revenue et cela aboutit, courant novembre, je crois, à une condamnation à 20 ans de travaux forcés dans les conditions que vous-même vous savez. C'est déplorable que les précautions que les avocats de la défense ont prises à l'effet d'obtenir, n'est-ce pas, une cassation de cette décision rendue là n'est pas aboutie compte tenu des manœuvres que le procureur spécial de la CRIET a officié dans ce dossier. Bref, je trouve que ce n'est pas bien qu'on soit aujourd'hui là à encore parler de cette affaire alors qu'il y a une juridiction continentale, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont la convention a été régulièrement ratifiée par le Bénin depuis 1986, qu'on soit obligé aujourd'hui d'en parler alors qu'on aurait dû régler cela autrement. Kato Atita, oui, on aurait peut-être pu régler autrement si on s'en tient à ce que votre vis-à-vis vient de dire. C'est vrai, le Bénin a ratifié un certain nombre de tests dans la Convention instituant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais par rapport à cette décision, le gouvernement, visiblement, n'est pas dans la logique de suivre la décision de la Cour. Et pour d'aucuns,
Ça mérite plusieurs interrogations, mais pour l'homme de droit, quelques jours encore, les choses peuvent toujours changer, non? Disons que tout État qui adhère à la Charte africaine des droits de l'homme adhère par voie de conséquence également aux décisions qui seront rendues par cette Cour-là. Et il y a nécessairement l'obligation de pouvoir exécuter la décision rendue par les juges nommés à cette fonction. Et c'est donc regrettable que le Bénin, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas voulu déférer à cette décision. C'est regrettable. Bon, le nombre de jours qui restent, disons 17 jours, est-ce qu'en 17 jours, cela peut être réparé? Oui et non. Oui, quand on a la volonté. Donc ce qui reste, c'est juste la volonté. Oui, non, il suffit d'avoir la volonté. C'est très simple que dans la même journée d'aujourd'hui, que sur instruction du chef de l'État, le garde des Sceaux instruise le procureur spécial à la Criette. Alors quand si c'est comme ça... de ramener cette affaire à l'audience, de prendre des réquisitions dans le sens de faire accueillir favorablement la décision de la Cour africaine des droits de l'homme par la juridiction de la Criette. Et une audience spéciale aurait suffi pour qu'ils prennent sa réquisition non seulement écrite et à la barre, obtenir donc le rabat de cet arrêt-là et son annulation pure et simple. Alors, est-ce que l'homme de droit, justement, dit qu'en une journée, ceci peut se faire? Oh non, c'est trop tôt, mais au-delà d'une semaine, ça peut se faire. La volonté. Alors, pourquoi tant de remue-ménage autour de ce dossier, lorsqu'on sait qu'en une journée, tout peut se jouer? Tout peut se jouer par des instructions officielles qui doivent provenir des autorités supérieures, parce que le procureur spécial lui-même, je ne crois pas qu'il ait l'autonomie qu'il faut à ce point de prendre des initiatives de cette portée-là. Il est sous tutelle de quelqu'un, le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux lui-même est sous tutelle du chef de l'État. Donc il faudrait que tout ça puisse se passer jusqu'à l'atteindre et qu'il puisse jouer son rôle. C'est très simple. Si les instructions favorables sont données, qu'on arrive tout simplement à faire venir cette affaire devant la Criette, devant la Cour, et rabattre l'arrêt et constater qu'il a eu des décisions de la Cour africaine. Et déférer à sa décision. L'espoir est encore permis. Mais si vous parlez du non tout à l'heure, oui et non. Pourquoi envisager alors le non? Non, oui, si l'on veut. Non, si peut-être pour des raisons que peut-être moi, juriste, je ne connais pas. Je me retourne vers l'analyse politique. Je ne connais pas, on ne veut pas en arriver là. On prend un dossier comme celui-là, le technicien de droit, péremptoire, en une journée, c'est possible de vider ce dossier. Alors, quand on suit l'évolution, est-ce qu'il ne faut pas plutôt espérer qu'on en arrive à cela? 17 jours, ça paraît même beaucoup pour trancher définitivement de ce dossier. Oui, je l'ai dit tantôt que c'est malheureux qu'on soit encore là à parler, à évoquer ce dossier-là. Depuis mars, vous avez dit, depuis le 29 mars 2019, donc la Cour a formellement saisi les autorités béninoises de surseoir à l'exécution de la condamnation de la Criette. Je crois que ça ne nous honore pas, d'autant plus que déjà on a non seulement ratifié la convention instituant la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on a également signé le protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je crois que ça doit être dans le courant de l'année 2014. Et l'avocat l'a rappelé, Maître Katoa-Tete l'a rappelé tout à l'heure, quand vous adhérez à une convention, c'est-à-dire que vous décidez, vous prenez l'engagement de respecter ce qui sera issu de cette convention. Et mieux, je peux vous dire que le Bénin, le gouvernement béninois, en 2016, après la signature donc, du protocole d'accord instituant, créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, signé un acte additionnel pour autoriser les ONG, les particuliers, les personnes donc physiques à saisir au nom de l'État béninois cette juridiction-là. Et je crois que c'est ce qui a été fait dans ce dossier. Donc on ne devrait pas en principe ne pas donner suite aux injonctions
de cette juridiction, étant donné que le Bénin, comme à l'instar d'autres États, a reconnu l'existence juridique de la Cour africaine des droits de l'homme, qui, dans le cas d'espèce, parle d'une affaire concernant un citoyen qui, voyant ses droits violés, méconnus par une justice interne, a cru devoir saisir cette juridiction-là. Je pense que, comme le professeur l'a dit, une journée, quelques heures même suffiraient pour que, à moins que, comme d'aucuns le suspectent et comme vous l'avez bien dit dans le titre de ce débat, que ce soit des objectifs politiques qui soient derrière. Mais justement, c'est une interrogation qui nous unit autour de la question. Est-ce qu'on a de raison de croire qu'il y a beaucoup plus une touche politique derrière cette affaire? Malheureusement, je ne sais pas si c'est la qualité ou bien c'est le statut de l'homme d'affaires, la personnalité en cause qui fait débat. Vous savez, cette affaire a éclaté juste au lendemain des élections présidentielles de 2016. On ne sait pas. Peut-être, donc on le disait, moi... Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, mais personne ne sait d'où est-ce que c'est parti. Bref, beaucoup se demandent encore ce qui n'a pas marché entre ces deux hommes-là. L'un a été outsider. On connaît les voix, les performances qu'il a enregistrées à l'issue des élections présidentielles dont on a parlé. On ne sait pas ce qui n'a pas marché entre les deux. Mais c'est déplorable que deux hommes qui devraient se donner la main pour l'évolution de cette nation en soient arrivés à cette discorde-là. Et les effets collatéraux continuent d'être sentis par des milliers de Béninois jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, oui, quand deux éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en souffrent et on y est. Maître Paul Kato Atita, dans l'hypothèse où la décision de la Cour restera sans suite jusqu'à expiration des 6 mois, à quoi pourrait-on assister? Qu'est-ce que cela appelle? Avant de revenir à votre question, je vais compléter mon avis de tout à l'heure que j'ai donné. Okay, je l'ai donné, c'est par rapport à la criette, parce que je suppose que le dossier est encore au niveau de la criette. Mais M. Agavon ayant élevé pourvoi en cassation, il est possible que le dossier soit déjà au niveau de la Cour suprême. Je ne sais rien. Je ne sais pas si c'est dans le cas. On n'y est pas. Alors, à supposer que le dossier est au niveau de la Cour suprême, à ce niveau également, on peut se conformer à la décision de la Cour africaine. Mais d'une manière très banale, si la Cour suprême adhère aux moyens de la Cour africaine, vous constaterez tout simplement que dans son arrêt, après avoir accueilli le pourvoi, elle aurait cassé cet arrêt de la criette et en évoquant des moyens que vous retrouverez comme identiques aux moyens de la Cour africaine des droits de l'homme, et vous aurez constaté tout simplement qu'elle a accueilli favorablement cette décision de la Cour africaine pour rendre sa décision. Donc à chacun de ces niveaux-là, une solution peut toujours être trouvée, ne peut être trouvée qu'à l'un ou l'autre de ces deux niveaux-là. Voilà donc ce que je voudrais dire. Et pour revenir à votre question, si rien ne se faisait jusqu'à l'expiration des délais de 6 mois, notre pays se serait attiré une mauvaise presse internationale pour rien. Si vous n'exécutez pas une décision de justice de cette nature dans le domaine spécifique des droits de l'homme, vous faites vous-même une mauvaise publicité internationale. Ça, on n'a pas à douter de ça. Si vous ne respectez pas une décision d'une telle juridiction au plan international et vous vous mettez en conflit avec non seulement la juridiction, mais avec des États qui sont attachés à cette valeur démocratique, attachés aux valeurs des droits de l'homme, aux ONG notamment, qui sont des acteurs déterminants dans le droit de l'homme, Vous vous mettez en conflit avec tout ce monde-là. Et vous vous exposez de vous retrouver peut-être traduit devant le comité du Conseil des ministres des chefs d'État. Parce que il a ces organes supérieurs qui examinent, qui voient, qui se penchent sur l'exécution de cette décision-là, lorsque les États finissent par s'y opposer. Et les États qui sont attachés aux valeurs démocratiques, à leur image, n'aiment pas toujours aller là-bas, à ce niveau-là. Mais dans le cas particulier ici, pour être pratique, oui, vous allez vous attirer tout simplement d'une manière peut-être, bon, je ne sais pas, des conflits politico-judiciaires. Je vais m'expliquer. Oui, parce que voyez, le requérant, dans le cas présent, il n'est pas n'importe qui, c'est un homme politique, le requérant. C'est un homme politique.
un homme politique bien connu dans le pays, et qui est arrivé à avoir une telle décision, qui vit aujourd'hui en exil, qui est même officiellement accueilli dans un pays de grande valeur démocratique. Officiellement, il est là-bas, avec bénéficiaire de droit d'asile, et qui obtient une telle décision. Et vous n'appliquez pas pour lui permettre de rentrer dans son pays. Il ne va pas rester les bras croisés. Il a des sympathisants, il a des partisans. Donc, vous suscitez, sans peut-être le vouloir, une crise politique, politico-judiciaire. Il peut qu'il détient une décision de justice. Je pense que la non-exécution de cette décision-là, bon, je ne sais pas, mais je crains que ça amène encore d'autres remous beaucoup plus visibles dans le pays. D'autres remous beaucoup plus visibles. En tout cas, le Bénin travaille chaque jour que Dieu fait à la grande stabilité. Car qui vous souviennent, les législatives dernières n'ont pas été des plus apaisantes. On n'a pas fini de penser les plaies. On espère que les Béninois ne se permettront pas d'ouvrir d'autres fonds. Mais lorsque le juriste évoque ce qu'on peut considérer comme un manque à gagner pour l'État, se mettre à dos des pays frères, s'attirer la foudre d'autres États attachés aux valeurs démocratiques, lorsque l'on prend ces données à comparer à un adversaire politique à qui vous serez contraint de dresser le tapis rouge suite à une décision comme celle-là. Est-ce que le choix, vous qui êtes analyste politique, n'est pas vite fait que de fermer les yeux sur ce qui vous est demandé? Tout à fait, c'est ce qui est souhaité et c'est ce que nous suggérons. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne nous honore pas que l'image du pays soit ainsi écorchée. Le Bénin, qui est connu comme étant un berceau de la démocratie, un laboratoire en matière de respect et des droits de l'homme, qui a une constitution qui garantit la sauvegarde et le respect des droits de l'homme, en soit arrivé à ce point-là. Nous ne voulons pas aujourd'hui que nous mettons en théâtre au niveau de la sous-région, que le Bénin reste un État voyou, parce que vous connaissez bien cette expression, État voyou, pour certains, c'est l'État qui ne veut pas respecter une décision de justice. Je ne voudrais pas que nous soyons amenés aujourd'hui à payer de fortes amendes du contribuable à Sébastien, à Diavon, qui est un citoyen, pour non-respect d'une décision d'une juridiction supranationale qui est au-dessus, n'est-ce pas, des juridictions internes. Parce que, ne le perdons pas de vue, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a une valeur constitutionnelle dans notre État, étant donné qu'elle est mise en annexe à notre constitution du 11 décembre 1990. Ça veut dire qu'on accorde à ce texte-là une valeur qui dépasse même les lois ordinaires ou les lois secondaires de la nation. Donc je ne voudrais pas, comme l'a dit Maître Kato Atita, que l'on soit amené à verser de fortes sommes du contribuable à cet homme d'affaires-là. Et également, ça ne nous honore pas. Imaginons aujourd'hui que le Nigeria a créé ces gens de misère à Aliko Dangote, qui par ailleurs est un opérateur économique qui fait la fierté de ce pays-là et qui figure dans le concert des hommes qui ont réussi leur vie à travers qui est un gros investisseur par ailleurs. Et Sébastien Diavon a également été par le passé, nous pas l'un des meilleurs contribuables. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est les données économiques, c'est les données de ces spécialistes en matière de fiscalité-là qui l'ont attesté dans le temps. Et je ne veux pas espérer que la situation pourrisse. On a encore quelques jours, vous l'avez dit, pour nous rattraper d'ici le 29 septembre prochain. Je souhaiterais vivement que les autorités soient habitées de ce sens de sagesse-là. Ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas se plier à un homme, mais c'est dans l'intérêt supérieur de la nation, compte tenu de la nature et de la qualité de l'homme dont il s'agit. Oui, vous parlez de l'intérêt supérieur de la nation, mais Gabé Goubi, vous n'oubliez pas, j'imagine que c'est avec votre cœur que vous parlez, tout en restant idéal. Mais est-ce que ce n'est pas trop idéaliste que de dire ce que vous dites lorsqu'on sait que Patrice Talon reste aussi un homme politique qui a toujours des ambitions, de grosses ambitions. Alors lorsque le politique qu'il est considère ce qu'il gagne, peut-être en fermant les yeux sur l'injonction de la Cour, à ce qui pourrait perdre, en permettant à un opposant d'entrer en possession de ce qui lui revient, d'être à ses côtés pour mener un combat politique qui peut lui être préjudiciable. Vous voyez, je ne sais pas.
Patrice Talon cédait facilement à ce qui lui est demandé là. Et vous, dans sa posture, a cédé à cette doléance, à cette injonction de la Cour? Je vois un peu la pertinence de votre analyse et de vos appréhensions si éventuellement Patrice Talon venait à... Mais cela n'est rien par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. Je l'ai dit, il ne faut pas, pour des problèmes d'individus, pour des problèmes de personnes, écorcher l'image de toute une nation. Parce que vous aurez d'une manière ou d'une autre à en répondre. Sébastien Adjavon, qui ne vous dit pas que si les deux parvenaient aujourd'hui à s'entendre, à s'accorder les violons et à taire les querelles politiques, personnelles, partisanes, qu'est-ce qui vous amène à dire que les deux ne feront pas peut-être un demain pour te donner la main pour l'évolution de cette nation? C'est vrai, les questions politiques n'ont pas... le politique n'a pas peut-être le raisonnement que nous, on est en train de tenir ici, mais parfois on peut transcender ces clivages-là et véritablement avancer. Vous savez, si je dois peut-être... Si je dois faire une autre suggestion, c'est-à-dire qui sort peut-être du cadre juridique, parce que si on peut trouver, par exemple, pour cette affaire, un médiateur de la sous-région. On reviendra sur d'autres volets de cette affaire, ça se susurre aussi, mais Paul Kato-Atita, pour rester dans le domaine purement juridique de droit, ah oui, 6 mois après, que peut-il se passer? Vous avez fait un étalage des situations qu'on pourrait vivre. Mais au-delà de cela, votre vis-à-vis évoque les questions d'amende, évaluées à 500 milliards. Énorme pour un État. Comment ça se joue? D'abord, avant de revenir à cette question, je vais me permettre de donner un point de vue sur votre précédente question. Ah bon? Oui, un point de vue très rapidement. Hein. Oui, allez-y. Pour vous dire que je pense que même si on se situait sur le terrain politique, oui, je pense que les gouvernants actuels du pays ont intérêt à faire exécuter cette décision-là. Ont intérêt, oui, intérêt. Même sur le terrain politique. Politiques ont intérêt. Quel intérêt? Parce que vous voyez, j'ai lu hier, je n'ai pas les moyens de vérifier, mais j'ai lu dans la lettre du continent, je crois que c'est une revue, et qui doit être très récente d'hier, qui parle de nombre d'exilés, un titre, le Bénin pourvoyeur d'exilés. Oui. Et ils ont chiffré... Mais s'il n'est pas dans l'excès. Vous lisez aussi ces gens d'articles? Oui, mais je lis. Ah bon, ok. Ils ont estimé à 1640 ou 1600 quelques le nombre de Béninois aujourd'hui en exil. Oui. Bon, je n'ai pas les moyens de vérifier ce chiffre. Oui. Ça semble exagéré. Mais ça a retenu votre attention. Ça a retenu mon attention. Mais toujours est-il qu'il y a des Béninois qui sont aujourd'hui en France, aux États-Unis, au Togo, dans les pays voisins, un peu partout. Ça, c'est vrai. Partout, qui ne peut pas rentrer au pays. Tout ça. Et vous voyez aujourd'hui, tout ce qui se dit sur le Bénin, au niveau de la presse internationale, à partir des événements de Tchaourou, de Kadiaou, tout ce que ça a donné sur la question des droits de l'homme, sur la question de la démocratie, sur la question de gouvernance à l'intérieur, et qui fait mauvaise presse. Et lorsque vous m'avez toujours invité ici, en parlant, je fais état de l'isolement, toujours comme une des sanctions qui interviennent lorsque un État se met en conflit avec le droit international, le droit de l'homme, on aboutit généralement à l'isolement. Regardez ce qui se passe à la frontière Bénin-Nigeria. Ne dites pas. Non, regardez tout ça. Mais personne ne comprendra pas grand-chose de ça. Mais vous ne pouvez pas convaincre le Béninois, en tout cas scientifique, que tout ça ne tient pas compte, quelque part, de nos conditions actuelles de vie à l'intérieur. De nos conditions de vie à l'intérieur. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte politique national à l'intérieur tel qu'il faut. Je pense qu'il faut que les dirigeants doivent faire l'effort doter de la bouche, doter de la pensée de la communauté des États qui se donnent une impression négative de nous, certains moyens de nous critiquer. Et l'un de ces moyens de nous critiquer, c'est les atteintes aux droits de l'homme, c'est le déficit démocratique. Et que vous prenez le cas de cette décision concernant M. Adjavon, son non-respect va rentrer dans un exemple que ces gens-là vont toujours citer, vont toujours brandir, entre autres motifs, autres raisons, pour nous mettre en accusation. Je pense que même si c'est sur le terrain politique, il est de l'intérêt de nos gouvernants de commencer progressivement par ôter de la tête
d'un certain nombre de nos partenaires l'idée que nous sommes dans une logique de conflit avec la démocratie, de conflit avec les droits de l'homme. C'est ce que je voudrais dire. Donc, s'il me paraît, même au plan politique, de l'intérêt des gouvernants, vraiment de mettre cette décision-là à exécution. Et je vais ajouter ceci. Oui. Monsieur Sébastien Diamond, même si on mettait sa décision à exécution, je ne pense pas que ça veut dire qu'il rentrerait au Bénin. Il n'est pas naïf, hein. Il n'est pas naïf, parce qu'au-delà de ce que peut être exécuté, même décision à exécution, oui, qui lui donne le droit juridique, je vous prends le droit de rentrer et de ne pas être inquiété par rapport à cette affaire, il a la confiance que l'on peut avoir au gouvernement. Il a la sécurité de soi dans le milieu où l'on vit. Et je crois qu'il réfléchira par 2 ou 3 fois avant de s'engager dans un retour comme ça. Retour isolé. Je dis isolé parce que c'est qu'il n'est pas le seul à l'étranger. Donc, mais l'État béninois, en exécutant sa décision, aurait tout au moins ôté de ça, de ces reproches multiples, le cas à Djavon. Le cas à Djavon aurait été ainsi réglé et on ne pourra plus en parler, on ne pourra plus citer ça en exemple pour entrer en accusation contre l'État béninois. Ça, c'est ce que je voudrais dire par rapport à votre tout à l'heure. Eh bien, par rapport à la seconde question, qui, rappelez-moi rapidement. Intérêt évalué à 500 milliards. Ah oui. La Cour a franchi toutes les étapes de la procédure. Mesures provisoires, échanger sur la recevabilité, échanger sur les questions de fond concernant même les atteintes aux droits de l'homme elles-mêmes, en disant de faire ci, de faire annuler cette décision de Criette, rétablir ça. La Cour a franchi tout ça et a laissé des délais pour que l'État accusé puisse se rectifier et permettre de trouver une sortie autrement à la requête du requérant. Nous sommes à 17 jours. L'État mis en accusation, le Bénin, n'a encore rien fait dans ce sens. Mais dans 17 jours, la Cour sera obligée de clôturer la procédure par les condamnations pécuniaires. C'est-à-dire, puisque le requérant a dit « j'ai souffert de ci ou de ça », il a eu tel dommage, j'ai 2 réclamations. Et le droit international dit « oui, lorsqu'il a atteint à un droit de l'homme, il faut que l'intéressé soit en mesure de saisir un juge. Donc il doit avoir un juge. Il faut que ce juge soit en mesure d'identifier l'atteinte, de demander la cessation de cette atteinte. Oui, ils ont demandé la cessation de l'atteinte et que ce juge soit en mesure de lui octroyer des dommages-intérêts à titre de réparation. Donc ça, c'est dans la logique de l'objectif du droit international des droits de l'homme. Et si rien n'est fait jusque-là, les dommages-intérêts seront alloués. Alors, la question va peut-être de dire, est-ce que si c'était réparé, si l'arrêt avait été rapporté, est-ce qu'il n'y aurait pas eu de dommages-intérêts? Alors là, il faut dire ceci. Je crois que M. Diamond ne sait pas plus seulement que de l'arrêt de la Criette. Il s'est plaint de toutes ces sociétés et c'est toutes les entreprises dont il est le promoteur. Donc il avait donc des intérêts, des droits économiques qu'il a fait prévaloir devant la Cour. Et à plus de ses ennuis avec la Criette. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer? La Cour, comme tout juge, allait peut-être tenir compte de la disponibilité de l'État béninois, de sa collaboration, de sa volonté à collaborer et à finir à trouver une issue favorable à cette affaire-là, et aurait évalué les dommages et intérêts dans un sens à minima qui puisse ne pas alourdir la sanction. Mais là, la Cour risque de décider autrement. Oui, mais là, en bravant la juridiction, en faisant fi de toutes les opportunités que la procédure offre pour régler autrement la procédure de ce dossier, bon, je ne sais pas si la Cour peut encore faire bénéficier à l'État béninois cette situation atténuante d'une collaboration sans aller à la sanction extrême. En tout cas, demain nous édifiera davantage sur ce dossier qu'on suit. Et pour vous, Gabi Goubilly, comme on le dit vulgairement, l'État c'est aussi comme un plan de vie, des urgences, des priorités. Alors, lorsqu'on a un État comme le Bénin, qui est pratiquement en chantier, où il faut le nerf de la guerre, et je ne vous rappelle pas, il faut faire un emprunt, dit-on, pour pouvoir atteindre certains objectifs, et qu'il faut faire face à des dommages et intérêts
ne comprendrez-vous pas qu'on puisse en décider d'un report de ces engagements financiers s'ils s'imposaient un jour? Oui, je trouve que le choix est vite fait. Vous savez, on a des priorités. En fonction de ces priorités, on trouve que l'affaire dont il s'agit peut être relevée au dernier rang. Il y a le risque de la condamnation, justement, qu'il faut éviter. Ah bon? Il y a le risque de la condamnation qu'il faut éviter. Il ne faut pas l'éviter lorsqu'on sait que l'État est une continuité. Non, mais quand on est aujourd'hui en train de rechercher des moyens pour financer le programme d'action du gouvernement, on est à la quête des sous pour quand même arriver à parvenir à financer les chantiers en cours. On ne peut pas, dans cet environnement-là, se créer encore d'autres ennuis en attirant des condamnations. Bon, connaissant Sébastien Adjavon, peut-être que, compte tenu de son sens de patriotisme, pourrait renoncer à ces avantages personnels-là, parce que c'est de l'État qu'il s'agit. Donc peut-être le gouvernant qui pense que l'argent, d'une manière ou d'une autre, ne sortira pas de sa poche, que c'est le pays qui va en souffrir, ne réfléchirait pas dans le bon sens. Donc je trouve que Donc vous pensez que là aussi, il y a une question d'image que l'État devra sauvegarder? Tout à fait, et c'est de ça qu'il est question. Parce que vous savez, il y a des exilés, il a parlé de la lettre du continent, qui a parlé de 1000 et quelques, même si le chiffre est exagéré, mais dans tout ça, il y a des noms qui reviennent souvent. En parlant d'exilés politiques aujourd'hui, il y a des noms qu'on va citer. Sébastien Adjavon en fait partie. Et je dirais même qu'il est celui dont l'image est le plus en vue parmi ce lot de personnes qui ont été contraintes de quitter le pays. Donc je ne trouve pas qu'aujourd'hui, qu'on trouve d'autres priorités que celle-là. Encore que c'est un problème qu'il faut régler, qu'on peut régler vraiment par une simple décision. Il suffit que des instructions utiles soient données, des instructions soient données par qui de droit pour que d'ici quelques heures, pourquoi pas demain, on nous surprenne agréablement en déférant à ces injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, tout simplement. Ah oui, le dossier qui reste un dossier purement de droit. Pour certains, on pourrait y trouver, comme vous-même vous l'avez évoqué, quelques relents politiques, peut-être beaucoup plus. Et lorsque c'est ainsi, Maître Paul Katouatita, ne serait-il pas aussi plus sage de surfer sur la piste d'un tiers pour parler de médiateur, comme l'a évoqué tout à l'heure Gabi? Mais je crois que même un tiers, on n'en aurait pas besoin. On n'en aurait pas besoin. C'est une décision de justice. Nous avons souscrit à cette cour-là. On l'exécute. Et encore que. Bon nombre de juristes béninois, et j'en fais partie. Je l'ai toujours dit, et d'autres l'ont dit après moi. Ce procès-là n'aurait pas dû avoir lieu à la criette. L'anomalie a été déjà relevée au plan national par des juristes. Et j'en fais partie. La Cour africaine n'a fait que confirmer ce que des Béninois eux-mêmes ont toujours eu à dire. C'est-à-dire que nous devons éviter à notre pays des crises inutiles. Des crises inutiles. Je dis une chose, ce qu'il faut le plus craindre dans cette affaire, c'est que la non-exécution de cette décision ne soit encore le point de départ d'autres crises politico-judiciaires dans le pays. Parce que il faut tenir compte de la qualité du requérant. La qualité du requérant qui est un homme politique, éminemment politique. Et qui se trouve dans un contexte politique national de crise. Ils sont au nombre de combien de Béninois aujourd'hui à l'étranger? Ils sont au nombre, et pas des moindres. On nous a dit que il faut se demander si le cas Adjavon peut être détachable aujourd'hui, dans le contexte béninois, du cas de Yahi Boni, du cas de Léadi Soglo, du cas de Kobi Kounché, du cas de tous les Béninois qui sont à l'étranger. Parce que c'est oublié qu'ils forment aujourd'hui un bloc. C'est oublié qu'ils forment un bloc, oui. Dans le contexte aujourd'hui, c'est oublié qu'ils forment un bloc. Qui sont à la recherche des moyens pour rentrer dans leur pays. Et l'un d'eux détient un document aussi palpable, aussi fiable internationalement. Vous faites allusion à quel document ça? La Cour africaine, la décision.
Et quand vous ne lui permettez pas vous-même, vous ne lui offrez pas le chemin, la voie de s'en servir pour rentrer, quitte à lui de ne pas rentrer, vous traînez non seulement celui-là seul, mais vous risquez de traîner tout le tandem derrière lui. Alors, Gabin Goubi... Donc c'est pourquoi je reviens et j'insiste sur ce qu'il faut craindre dans cette affaire-là. Oui, contrairement... C'est l'affaire, c'est son aspect politique. Et c'est important. Oui. Contrairement à mon vis-à-vis, je trouve qu'aujourd'hui, on peut bel et bien détacher le cas Adjavon quand même des autres. Parce que je trouve que Adjavon, compte tenu de sa qualité justement, ne peut pas être rangé dans la même assiette, dans le même panier que tous les autres. Vous savez, c'est des hommes plus politiques. Adjavon a certainement révélé peut-être son ambition politique à la faveur des dernières élections présidentielles. Et vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas poursuivi pour un dossier purement politique. On parle d'une affaire de 18 kg de cocaïne qui n'a, à mon sens, jamais été élucidée, qui n'a pas été formellement établie. Vous savez ce que ça a généré après par ceux-là même qui sont allés et briser les scellés au niveau des conteneurs et des ennuis qu'ils ont eu par la suite. Bref, je trouve que c'est un cas purement... c'est-à-dire il faut transcender les clivages politiques pour régler ce cas-là tout au moins. Parce qu'Adjavon, quand même, c'est du lourd, c'est quelqu'un qui pèse, c'est quelqu'un qui a un nom, c'est quelqu'un quand même qui est à l'origine des milliers d'emplois dans le pays. Adjavon, c'est quelqu'un qui contribue, n'est-ce pas, à la santé économique même du Bénin. Et votre vis-à-vis pense que derrière lui, tout ce grand nombre dans les îles pourrait... Mais bon, c'est des gens, Adjavon, malmené par le pouvoir avec son titre. Mais ceux qui sont là-bas ne vont pas le laisser seul aller au feu. Ne vont pas le laisser continuer d'être brimé. Je comprends qu'il lui apporteront toujours son soutien. Oui, il y aura la solidarité. Voilà, la solidarité. Et c'est ce que je dis, ce tandem de solidarité. Il ne faut pas oublier. Pas être favorable. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. La solidarité existera. Mais on peut plaider pour le cas d'Adjavon sans plaider forcément pour le cas des autres. Chacun d'eux a son cas. Mais le contexte national est là, les unis aujourd'hui. Le contexte national aujourd'hui est qu'ils sont tous unanimes pour dire violation des droits de l'homme, atteinte aux droits de l'homme, déficit de démocratie, nous voulons rentrer au pays. Oui, mais parmi tous ceux là, c'est le seul qui a un document authentique et juridique dont vous avez parlé tout à l'heure. Et les autres n'ont même pas, il y a beaucoup qui n'ont même pas été jugés pour qu'on sache. Si on le lui refuse, Adjavon a fait l'objet d'une procédure, bon, quel que soit ce qu'on va dire, il y a une procédure, les gens vont justifier qu'il y a une procédure en son accord. Les autres n'ont même pas attendu à ce que quelque chose soit dit, ils ont pris les jambes au cou, ils sont partis. Si on le lui refuse, ils ne vont pas croiser les bras et le voir se débattre seul. Tout à fait. Alors, ils viendront à son secours. Donc la question politique... Si on admet aujourd'hui qu'Adjavon doit revenir au pays, ce ne serait pas avec tout le... Ah non, ce n'est pas ce que je dis, non. Si on doit régler le problème... Vous n'avez peut-être pas compris. Ah, d'accord. Vous n'avez pas compris. Alors là, je me perds. Vous n'avez pas compris. Si on le brime, si on ne lui offre pas la possibilité l'idée avancée manifestement pas de jouir de son titre, c'est que la solidarité va se faire autour de lui. Les autres aussi en difficulté pour une raison ou une autre et qui ne peuvent pas rentrer au pays pourraient dire mais pourquoi ne formons pas un bloc pour trouver ensemble les moyens pour revenir au pays. Et donc, oui, bon, ça peut donner lieu à d'autres situations, mais alors, si c'est vrai que la touche politique revient de plus en plus dans ce dossier, là encore, je reviens sur la question du tiers. Est-ce que les Béninois ne peuvent pas penser à ce tiers qui pourrait aider les fils de ce pays? Parce que, quoi qu'on dise, ils sont tous Béninois. S'asseoir, essayer de régler le problème en dehors de la justice. Est-ce que c'est possible? Oui, ce n'est pas une première. On l'a vu quand il y avait un bras de fer entre l'ancien président, Patrice Talon, Boni Yayi et Patrice Talon. On a été obligé de solliciter l'ancien secrétaire général de la francophonie, et son excellence Abdou Diouf, qui a joué quand même la médiation dans cette affaire-là. Et ça a abouti au retour
au pays, n'est-ce pas, de Patrice Talon. Donc je trouve que ce n'est pas une première, le faire, ce n'est pas une faiblesse. C'est vrai que ça va écorcher un tant soit peu l'image du pays, vu qu'il s'agit d'une décision à laquelle, d'une cour que le Bénin a régulièrement reconnu l'existence juridique. Donc je trouve que on n'est peut-être pas obligé d'aller là, mais si tel est le cas, tel est le sacrifice à consentir, telle est la solution à envisager pour que le problème soit réglé, je trouve que tant mieux. Ça peut nous aider, tant mieux. Ah oui. Maître Paul Katoatita, sur cette piste-là, je pense qu'il faut que les gouvernants soient ouverts au retour de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Je vais vous dire quelque chose ici. oui. En 1900, c'est la même piste que Kérékois se fait sous le régime révolutionnaire marxiste-léniniste. Et il y avait tous les exilés volontaires, c'est la terminologie, sous son régime. Mais de l'extérieur, ils ont tellement créé de problèmes à l'intérieur, le contraignant à ce qu'ils n'auraient jamais voulu faire, et en revenant et en le faisant partie du pouvoir. Ce sont des Béninois, résidents à l'étranger, dits exilés volontaires, qui ont créé des problèmes intérieurs au régime marxiste-léniniste. Donc, ce n'est pas en poussant les compatriotes à l'étranger qu'on règle les problèmes de l'intérieur. Au contraire, on les met en position de créer des problèmes à l'intérieur. Vous trouvez que ce serait mieux qu'ils rentrent Il faut créer des conditions pour faciliter leur retour au pays. Les problèmes puissent être réglés. Oui, régler au pays. Kérékois a été contraint de les faire revenir au pays contre son gré, de les voir devant lui, proclamer devant lui la souveraineté de la conférence nationale et de le faire partir. Oui, Gabine Ngoubi, il nous reste que quelques minutes. Ça, c'est l'histoire qui essaie de rappeler. Katoatita, l'histoire pourrait-elle se répéter si l'on y prend garde? Non, je ne pense pas qu'on arriverait jusque-là. Je ne pense pas qu'on arriverait jusque-là parce que le contexte n'est forcément pas le même. Je voudrais quand même que les autorités fassent preuve de sagesse et de concession. On ne parle même pas de concession parce que c'est quelque chose qui doit rentrer dans la logique, dans la bonne marche des choses. Pour que cette affaire-là, on ne soit plus obligé d'en parler. Je crois que c'est une bonne surprise, un beau cadeau qu'on allait donner aux Béninois par ce temps où on a senti qu'il y a quand même un certain relâchement par rapport à un certain nombre de choses. Vous avez vu le Conseil des ministres d'hier, par exemple, pour sortir un peu du champ de notre débat, à régler de façon favorable une situation relative à des milliers d'emplois qui étaient menacés au niveau de la fonction publique, notamment du cas des ACE. Je vous ai vu tout à l'heure parler de cette actualité avec votre confrère. Je trouve que c'est des choses que l'on souhaite aujourd'hui pour quand même baisser un peu la tension sociale qui est à un niveau où ça craint. Oui, mais Paul Katoatita, ça craint. On ne voudrait pas qu'on en soit toujours à se tirer entre les pattes. Alors, pour ce dossier, quel est votre souhait? Et en même temps, ça va être votre conclusion. Le regard du juriste, si vous voulez. Je n'ai pas de souhait. Le souhait, c'est ce que les juges ont décidé. Le respect des tests. Oui, c'est tout. Alors, pour le Bénin, vous formulez quel vœu? Pour le Bénin? Oui. Faire revenir tous nos compatriotes, créer des conditions internes de pacification du pays et que nous puissions ensemble construire la patrie. 2016, oui, c'était cette année-là que les Béninois, dans une grande majorité, ont renouvelé leur confiance, ont affirmé leur confiance au nouveau locataire de la Marina. Cette année d'euphorie sera aussi une année comme de deuil pour une grande partie de la population avec cette affaire. Une affaire qui, lentement mais sûrement, évolue avec le quinquennat de Patrice Talon. Alors, là-dessus, qu'est-ce que vous aimeriez bien conclure? Oui, la conclusion, c'est que on défère à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et que Sébastien Adjavon revienne au pays. Pourquoi pas le cas des autres? Parce qu'on a besoin des citoyens au pays pour développer le pays. Ce n'est pas de l'extérieur qui pourront faire quelque chose de bien au pays. C'est des gens qui, peut-être, quel que soit leur séjour à l'étranger, en exil, ne peuvent jamais se sentir dans leur peau que s'ils étaient favorablement sur leur territoire natal au pays. L'union fait la nation, dirons-nous. Merci donc à vous, Gabine Ngoubi, pour la contribution. Merci également à vous, Maître Paul Katoatita. 17 jours, mesdames, messieurs, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est très peu. Toute chose bonne peut
peuvent se produire. Et c'est tout le bien qu'on puisse souhaiter au Bénin, qui chaque jour essaie de faire son pas pour rester en harmonie avec lui-même. Mais ensemble, le Bénin pourra être mieux révélé à la nation tout entière, au monde entier, pourquoi pas. 100% Bénin, mesdames, messieurs, pour le numéro du jour, on va s'en arrêter là. Ça va être sur cette citation de Martin Luther King, une citation que célèbre. Notre vie commence par s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. Soyez l'apôtre du bien en tout temps, et quoi que cela puisse vous coûter. Prenez soin de vous. Demain, c'est un autre jour avec toujours la même disponibilité. Au revoir et à très bientôt.